Après cette première vidéo où on s'est présenté, Salvatore et moi, voilà, une deuxième vidéo pour vous expliquer comment vont se passer nos interactions et comment va se passer l'examen. Alors, voilà qui nous sommes. Vous êtes un public varié et pour la peine, vous êtes un public confiné. Et donc, chez vous, vous allez pouvoir suivre ces modules. Alors, ces modules, comment est-ce qu'ils se passent? Ils se passent par Classroom. Donc, Classroom est un outil de Google. Et pour s'y inscrire, pour accéder à notre cours, il faut un compte Google. Un compte Google, c'est gratuit. Donc, si vous n'en avez pas un, faites-en un. C'est l'unique contrainte que vous avez pour accéder à ce cours. Google Classroom, donc c'est un site, vous tapez classroom.google.com, vous êtes tout de suite sur le site, vous tapez dans votre moteur de recherche Classroom espace Google, pas de problème, ici vous cliquez sur la présentation, vous avez le lien. Il y a aussi une application pour tablette, téléphone portable, donc vous avez les notifications en direct, les messages en direct, vous pouvez suivre l'ensemble de la formation et voir l'ensemble des vidéos depuis votre téléphone portable. Donc, il y a vraiment beaucoup de facilité à utiliser Google Classroom. Une fois que vous êtes inscrit sur Google Classroom avec votre compte Google ou Gmail, hein, si vous avez une adresse @gmail.com, c'est que vous avez un compte Google, soyons bien d'accord. Votre identifiant Google, c'est votre adresse Gmail. Vous devez rejoindre le cours. Pour rejoindre le cours, vous ajoutez un nouveau cours et vous voyez sur l'écran que pour ajouter ce cours, vous le recherchez avec le code suivant SAEYDBG. SAEYDBG. Voilà. A priori, l'ensemble des communications se feront via la page Google Classroom. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions, réagir à des posts que nous allons mettre sur la page Google Classroom. Si et seulement si il y a une urgence, un message spécifique à nous faire passer, alors vous pouvez nous envoyer un email. Le mien, c'est sylvain@hub-bl.com et salvatore.tinirello @fiduciaire-lt.be. Si vous ne vous en souvenez pas, souvenez-vous que nous sommes des hommes de réseau et d'Internet. Tapez nos noms et prénoms en ligne, a priori, vous trouverez toujours bien une adresse sur laquelle nous joindre via vos recherches Google, ça ne devrait pas être trop compliqué. Voilà comment on va procéder. Alors, c'est pour les contacts, mais et je pense que c'est aussi comme ça que tu fonctionnes, Salvatore. Moi, pour les examens, je ne fais plus que des travaux à remettre via Google Classroom. J'ouvre un devoir, vous êtes invité à poster votre fichier sur le devoir qui est ouvert. C'est un simple téléchargement, comme vous téléchargeriez une photo sur Facebook, vous téléchargez votre rapport. Je vais y venir dans une minute sur les modalités d'examen. Vous chargez votre rapport sur Classroom. Salvatore, tu voulais dire quelque chose? Non? Absolument pas. Ok. Alors, vous dites peut-être, ben oui, mais bon, c'est exceptionnel, c'est du confinement, c'est pour ça qu'il y a une vidéo ici sur YouTube, mais quand même, ça nous oblige à travailler avec un traitement de texte, etc. Et si jamais on n'est pas à l'aise avec ça, eh bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je ne suis pas désolé et je vous annonce que nous sommes soutenus par les conseillers pédagogiques pour vous imposer cette modalité de fonctionnement en ligne et cette remise de rapport électronique comme examen, puisque vous êtes en formation chef d'entreprise. Et on ne parle pas du chef d'entreprise de demain. Le chef d'entreprise aujourd'hui doit maîtriser l'outil informatique. L'outil informatique, tout comme la formation en Belgique, c'est assez accessible. Les ordinateurs ne coûtent plus très cher. Les ordinateurs coûtent encore moins cher quand vous prenez des ordinateurs de seconde main, comme sur Back Market, c'est ça, Salvatore, le site d'ordinateur? Exactement. Donc Back Market. des ordinateurs reconditionnés et toutes sortes d'appareils électroniques reconditionnés. Alors,
Le but, c'est pas de faire l'apologie, parce que souvent on cite des marques, on va citer Google, on va citer. C'est vraiment des choses qu'on a testées nous-mêmes et qu'on vous dit, bon voilà, si vous n'avez pas trop les moyens, que vous cherchez des choses assez accessibles, ben voilà, Back Market, c'est un pas pour l'écologie, parce que c'est autant de kilos d'électronique épargnée. Et ça permet donc de fonctionner en économie circulaire. C'est un des concepts qu'on développera tout au long du cours. Donc l'idée est qu'un objet n'a pas de fin de vie, on le recycle, on le réadapte, on l'augmente et puis il retourne sur le chemin de client. C'est exactement le cas de Back Market. Donc Back Market, je vais juste un mot, c'est pas une marque, c'est un système de plateforme où des différentes sociétés reconditionnent. Ça va du portable, de l'ordinateur portable, en passant par l'iPhone, en passant par la machine à lessiver, le séchoir et le micro-ondes et la tablette, et ils reconditionnent. C'est plein de sociétés partout en Europe qui reconditionnent, qui reproposent via la plateforme Back Market et qui vous livrent si vous le souhaitez. Donc voilà. Si jamais vous avez un besoin en électronique quelconque. Alors, passons maintenant au contenu du cours, aux objectifs du cours et à l'évaluation. Alors clairement ici, on va utiliser des mots. On a la conviction, Salvatore et moi, qu'il y a plein de domaines qui nous semblent toujours inaccessibles. Moi, je me souviens que mes premiers cours d'économie, quand j'avais 15-16 ans, ça me semblait inaccessible parce que je ne maîtrisais pas le vocabulaire. Et puis, quand en fait on se dit, mais c'est tout con, en fait, ça veut dire simplement ça, on peut rentrer dans la matière, on peut s'approprier quelque chose et essayer de le comprendre. Nous, notre but ici, c'est d'utiliser du vrai vocabulaire, pas parce on veut vous ennuyer avec du vrai vocabulaire, mais parce que si demain vous êtes confronté à votre comptable, vous êtes confronté à un avocat, vous êtes confronté à des conditions générales de vente, dans toutes ces relations, dans tous ces échanges, on parle avec le vrai vocabulaire, le vocabulaire légal. Donc il est important que vous maîtrisiez ce vocabulaire et que vous maîtrisiez certains concepts qui sont clés dans la promotion d'un business, la construction et la promotion d'un business. Ça, c'est un des premiers objectifs qu'on a, c'est que vous compreniez des choses et des concepts. Deuxième objectif qu'on a, c'est de briser toute une série de fausses croyances, et il y en a beaucoup. Quand on parle d'entrepreneuriat, vous allez voir, d'ailleurs, ça va être l'objet de notre deuxième vidéo d'introduction, ça va être de commencer par briser des fausses croyances. Savoir qu'on ne sait pas, c'est pas trop grave, parce qu'on ne sait qu'on ne sait pas. Mais avoir une fausse croyance, c'est croire qu'on sait, alors qu'on se trompe. Et ça, c'est vraiment dommageable parfois pour vous et pour votre activité, voire pour vos proches. Donc, c'est vraiment important de déconstruire ça. Et puis, bien entendu, on est là pour vous enseigner du contenu sur l'entrepreneuriat, les stratégies marketing et commerciales. Donc, on va évidemment travailler là-dessus. Alors, normalement, le cours se donne en 16 heures, 4 x 4 heures. Ici, ce sera une série de vidéos. On ne sait pas encore combien il y en aura. Ça dépendra un peu de à quel point on est bavard. Ce qui est certain, c'est que nous avons retravaillé un cours de 16 heures qui se donne en interaction. Salvatore et moi travaillons de manière, et vous le voyez un peu plus bas ici sur l'écran, on travaille en dialogue avec nos classes, toujours. On passe notre temps à poser des questions, à discuter avec vous. C'est pour ça ici qu'on va discuter ensemble plutôt que de pouvoir discuter avec vous. Mais comme on sait chacun ce que l'autre pense et ce que l'autre va dire, on a vraiment essayé de vous donner plus de matière pour, je ne vais pas dire remplir ces 16 heures, mais en tout cas, aller au-delà de ce qu'on aurait fait simplement si on avait été en interaction avec une classe. Et donc, Salvatore et moi avons là pris la peine de regarder toute notre veille, c'est-à-dire tous les articles que nous avions glanés ces 5 dernières années quand même. On était à 110 articles en tout, je pense. Alors, il n'y en a pas 110 dans les ressources ici, parce qu'on en a quand même éliminé certains qui n'étaient plus d'actualité ou qui étaient redondants. Mais voilà, vous allez avoir toute une série de ressources qu'on va passer en revue aussi. On a vraiment essayé d'aller plus loin pour vous. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous nous avez eu en classe, continuez à regarder les vidéos si vous avez envie d'aller plus loin,
parce que c'est vraiment l'objectif de ces modules, c'est d'aller tout au bout des choses. On ne va pas se priver de faire des parenthèses et de dire un peu ce qui nous passe par l'esprit, parce que voilà, le but, c'est vraiment d'essayer d'aller au bout des choses. L'examen, ben, il n'y a pas d'examen en présentiel d'habitude, alors en crise sanitaire, il y en a encore moins. L'examen est un travail à faire chez vous. Nous profitons de l'ensemble des heures de cours pour échanger avec vous et vous avez accès à l'ensemble des ressources de cours et à tout le temps que vous désirez pour réaliser le travail final d'examen. Travail final d'examen, je vais y venir dans une seconde, les consignes vont être détaillées. Il n'est pas difficile, mais il y a quelque chose qui est clé, c'est le respect du timing. Si vous ne nous envoyez pas votre travail dans les temps, vous êtes d'office en seconde session. En tout cas, ça vaut pour moi, j'imagine pour toi aussi, Salvatore. Bien. Quelque chose à ajouter, Salva, avant les consignes? Non? Non, je rajouterais simplement aussi qu'on a pris la peine d'ajouter toutes ces ressources. Ce ne sont pas des articles scientifiques, on aurait pu basculer là-dedans, mais on n'a pas. Ce sont des ressources assez communes, mais ça vous montre aussi que un savoir, il n'est pas là à tout jamais. On va vous parler de règles administratives, on va vous parler de concepts. Ces concepts évoluent, ces concepts sont vrais aujourd'hui, le sont peut-être un peu moins demain. Ce qui vaut la peine d'être fait, c'est d'aller chercher. Et c'est pas simplement de taper quelques mots sur Internet via un moteur de recherche, c'est vraiment de se renseigner. Et donc, un des buts de cet ensemble de ressources, c'est de vous montrer la palette de supports, de ressources qu'on peut aller chercher. Et donc, le savoir qu'on a accumulé, bien entendu, comme on l'a dit au début du cours, il vient en partie de savoir académique, on a suivi des cours, mais il vient surtout d'une formation continue et d'une veille. Tout à l'heure, Sylvain a parlé du mot veille. On réalise une veille, c'est-à-dire qu'on est abonné à des magazines, ça veut dire qu'on lit des journaux, ça veut dire qu'on suit des blogs, ça veut dire qu'on reçoit de l'information de sources officielles comme des sites de ministères, comme des bases de données juridiques. Et donc, on se tient réellement au courant. Et c'est ça qui fait qu'on a un savoir, mais qu'on a surtout un savoir qui est à jour. Donc ça, c'est très important aussi. Si vous ne lisez pas tous les articles, c'est pas grave, mais au moins regardez un petit peu la variété des sources qu'on utilise. Yes. Alors, le moment que vous attendez sans doute toutes et tous, les consignes d'examen. Donc, l'examen, c'est un examen de minimum 6 pages. Alors, 6 pages, il n'y a pas de question de recto verso. Ici, on est sur un document. Donc, 6 pages, c'est 6 fois page, comme une page de livre que vous numérotez. C'est donc bien 6 recto. Donc, l'objectif, c'est de défendre un projet d'entreprise personnel. Alors, ce qu'on vous invite à faire, évidemment, c'est de prendre votre vrai projet d'entreprise si vous en avez un. Si c'est une reprise d'entreprise familiale, parlez-nous de ça. Si c'est une création de toute pièce, parlez-nous de ça. Le but, c'est évidemment que ce travail vous profite, vous aide à avancer dans votre réflexion. Si vous n'avez pas de projet concret, c'est l'occasion d'en créer un. Donc, prenez l'apéro, ça aide toujours à réfléchir, prenez de quoi noter et laissez-vous aller sur un projet qui vous semble chouette, sur lequel travailler, quelque chose dans lequel vous vous verriez bien. Alors, la première partie de ce travail, puisque c'est bien un cours qui en regroupe deux, c'est la partie esprit d'entreprendre. Donc, en gros, esprit d'entreprendre, hein, c'est 4 heures, je pense, et stratégie commerciale et marketing, 12. Donc, vous avez 2 pages et 4 pages, un peu, environ, hein, c'est des tables, c'est juste pour vous donner l'ordre de grandeur. On aimerait que vous répondiez à 5 questions dans la partie esprit d'entreprendre. La première, c'est qu'est-ce qui me pousse à entreprendre? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin demain, si vous deviez entreprendre, aujourd'hui, si c'est déjà le cas, vous êtes dans ces conditions qui fait que allez vous lancer, voilà, il y a des choses qui vous attirent, il y a des choses qui vous poussent à créer votre activité, on aimerait les comprendre. Pourquoi en êtes-vous capable? Alors, la question de la capacité, juste pour être bien sûr que ce soit clair pour tout le monde, j'essaye, et Salvatore, de voir des facteurs internes. Quelles sont vos compétences et vos caractéristiques
qui font que vous êtes capable de mener à bien ce projet. Alors, des compétences, il y en a plusieurs types. Je vous ai dit qu'on y reviendrait. Il y a des compétences métiers, des compétences techniques. Vous êtes peintre, vous savez peindre, vous savez poser du tapis, vous savez faire des moulures. Vous êtes opticien, vous savez faire des réglages, vous savez tailler les verres, vous savez faire des tests. Vous connaissez l'optique, vous connaissez la physique, vous connaissez la biologie. Voilà, vous avez des compétences qui sont métiers. Et cette compétence, elle peut être acquise en formation, elle peut être acquise sur le terrain. Et via vos stages, vous avez sans doute fait des choses que les autres n'ont pas fait. Donc, voilà, dans quoi est-ce que vous êtes bon? Sur le métier. Il y a aussi vos compétences transversales. J'ai déjà parlé d'une compétence transversale tout à l'heure, c'était l'anglais. On a parlé de la maîtrise du digital, des outils digitaux. Voilà, il y a comment parler plusieurs langues, l'expression, le langage non verbal, la facilité de faire une vente. Tout ça sont des compétences transversales. Elles sont transversales. Pourquoi? Parce qu'elles s'appliquent dans votre métier. Elles pourraient s'appliquer aussi dans d'autres métiers. On a des compétences spécifiques à votre métier, des compétences transversales qui pourraient s'appliquer dans plusieurs métiers. Et parlez-nous aussi de vos caractéristiques personnelles. Vous êtes peut-être créatif, vous êtes peut-être particulièrement, vous êtes des bêtes de travail, vous n'arrivez pas à vous arrêter, vous êtes super optimiste, je ne sais pas. Ça, ce sont des caractéristiques personnelles, mais je les différencie fort des compétences transversales. Il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'inné, ou en tout cas d'internaliser par rapport à vos expériences, et puis il y a la notion de compétence. Donc ce sont ces trois différents axes sur lesquels j'aimerais que vous travailliez lorsqu'on parle de pourquoi en êtes-vous capable. Et nous différencions cette question de vos facteurs de réussite, puisque vos facteurs de réussite, ce sont plutôt des facteurs externes. Avez-vous des opportunités? Avez-vous des ressources financières, immobilières? Je ne sais pas moi, déjà une clientèle existante parce que vous travaillez déjà les samedis et vous avez déjà une demande qui est existante. Donc, vous voyez, quand on vous demande un facteur de réussite, c'est différent des raisons pour lesquelles vous en êtes capable. En tout cas, on aimerait que vous étudiez ces deux aspects. Alors, il y a tout le positif, il y a évidemment le négatif. Quel va être votre plus gros obstacle? Alors déjà, il faut l'identifier, et puis c'est bien de l'identifier, mais après, il faut essayer de voir les différentes actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour y répondre. Et enfin, comment j'expliquerai mon projet en quelques mots à quelqu'un si je voulais le convaincre? En fait, c'est quelque part l'exercice du pitch. Autrement dit, c'est bien de savoir ce qui vous pousse à entreprendre, c'est bien de savoir vos forces, vos faiblesses et ce que vous voulez mettre en œuvre, mais concrètement, vous voulez faire quoi? C'est quoi le projet que vous voulez défendre? Et moi, j'aime bien prendre l'analogie de le pitch, c'est pas juste nous dire demain, je veux être peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment, c'est un métier, c'est pas un projet. On va revenir sur ces différences entre métier et projet. Moi, ce que je veux, c'est que vous m'expliquiez en quoi votre entreprise, elle est cool. Qu'est-ce qui fait que c'est votre projet et qu'il vous passionne? Qu'est-ce qui fait que votre projet, c'est pas le même que les 12 autres peintres de votre quartier, de votre village, ou j'en sais rien. Donc voilà. Moi, typiquement, je prends l'exemple de, tiens, si je devais draguer quelqu'un demain, j'essaierais de me montrer sous mon plus beau jour. J'essaierais de faire rêver cette personne en lui expliquant ce que je fais dans la vie. Et c'est ça qu'on vous demande quand on vous demande d'expliquer votre projet, de le pitcher, c'est faites-nous rêver. Le pitch, c'est typiquement un exercice qu'on fait devant des investisseurs. Faites rêver les investisseurs pour qu'ils vous donnent leur pognon pour vous lancer. Donc c'est bien ça l'exercice. Salvatore, tu voulais dire quelque chose? Non, je dirais simplement parce qu'évidemment, au bout de 15 ans de cours, on en a vu des travaux. Comme on vous l'a dit, notre précédent métier, ça a été d'être dans les ressources humaines et donc on a énormément engagé de personnes, énormément fait de recrutement.
quand vous allez parler de vos compétences et quand vous allez parler de votre projet, rien ne nous sert de nous servir sur un plateau des poncifs, c'est-à-dire des vérités vraies. Dire je suis quelqu'un qui est motivé, bien entendu. Personne ne va entamer un projet avec des pieds de plomb. Personne ne va dire qu'il est mauvais. Tout le monde va dire qu'il est perfectionniste. Donc, évitez, évitez de vous attaquer à des adjectifs, à des qualités que vous ne pouvez pas prouver. Vous êtes en entretien de recrutement, dire à votre futur employeur que vous êtes motivé, ça va de soi. Dire à votre futur employeur que vous aimez ce que vous faites et vous aimez l'entreprise, ça va de soi. Vous n'allez pas dire ben non, moi, ce que vous faites, ça ne me passionne pas du tout, voire j'exècre le secteur dans lequel vous travaillez. Bien sûr que non. Et donc, tout ça, évitez. On s'en fout de savoir que vous êtes motivé, bien entendu. Par contre, expliquez-nous qu'est-ce qui peut prouver que vous êtes un réel passionné. Vous voyez, je raconte souvent une anecdote, c'est que je donnais un cours à HEC et mes étudiants, à un moment donné, quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce genre d'études, me disent, en fait, c'est parce on est passionné de finance. Ok. Alors je leur dis, super, vous êtes passionné de finance, je peux vous poser une question, quel est le dernier article financier que vous ayez lu? Et là, calme plat. Personne ne sait me répondre qu'il a lu le Times, qu'il a regardé l'Echo, qu'il a regardé Bloomberg TV. Personne. Personne ne me cite ça. Donc ça prouve bien que c'est une passion de façade. C'est-à-dire, j'aime bien la finance, mais comme j'aime bien lire le ciné-télé-revue ou une bande dessinée. Je ne suis pas un vrai passionné. Et donc, comme Sylvain l'a dit, ce qui nous intéresse, c'est de savoir euh, comment est-ce que vous avez construit votre projet et comment vous êtes capable de le défendre avec de la réalité et pas simplement du superficiel. Donc ça, c'est extrêmement important parce que demain, vous n'allez leurrer personne. Demain, le banquier, il a un être humain en face de lui avec des vraies compétences. Il s'en fout de savoir que vous allez vous vanter de faire tchic et tchac. Il va vous dire, écoutez, je vous prête autant, tous les mois, vous me remboursez 600 €, point. J'espère qu'effectivement, tout ce que vous avez raconté dans votre plan d'affaires, c'est vrai, parce que sinon, ça va aller mal pour vous. Donc voilà, on va essayer souvent dans le cours de vous ramener une certaine réalité de terrain et finalement un certain bon sens agricole. On n'est pas là pour que vous fassiez des exploits, mais juste pour vous parler vrai et pas pour raconter n'importe quoi. Voilà. Donc, première partie, esprit d'entreprendre. Deuxième partie, stratégie commerciale, plus ou moins 4 pages. Donc ici, on va simplement travailler sur les 3 grands axes que sont la clientèle, les concurrents et la communication. Mais ces axes-là, on va définir depuis le début de l'analyse jusqu'à la fin de vos actions. Donc, votre clientèle, vous allez nous expliquer qui est votre clientèle cible. Alors, vous allez voir, on va parler de ces concepts-là, la cible, etc. Donc, qui va être la cible, à qui vous voulez vendre, comment et pourquoi vous l'avez choisi. C'est-à-dire quel est le processus de sélection, de tri, de segmentation, pour parler d'un autre concept qu'on abordera. Quel est le processus qui fait que vous avez identifié ces personnes comme votre cible? Et une fois que vous avez dit, je veux bosser avec ces gens-là, je veux leur vendre à eux, et voilà pourquoi c'est à eux que je veux vendre, alors vous me dites, mais tiens, maintenant que je les ai choisis, ça a quel impact cette cible-là sur mon produit, ma manière de vendre mon produit ou mon service, hein. Quand on dit que produit, entendez qu'il y a service avec pour les masseurs, les toiletteurs canins et toutes ces personnes qui vendent plutôt du service que du produit qui nous regardent. Donc, quel impact cette cible va avoir sur mon produit, mon service et sur mon prix. Donc, sur tout mon processus de vente, sur mon prix. Et sur mon point de vente, voilà. Et puis, quelles actions je vais mettre en place pour fidéliser ces gens à qui j'ai vendu. Fidéliser, c'est que je leur ai vendu déjà quelque chose. Ça, c'est la partie clientèle. On va se poser en gros les mêmes questions sur la partie de la concurrence. Qui sont mes concurrents? Comment et pourquoi je les ai identifiés comme concurrents? Et sur quels aspects je vais me différencier d'eux? Alors, Salvatore vient de vous le dire, on n'est pas là pour faire des généralités. Si vous êtes, je ne sais pas moi, carrossier, ne me dites pas,
Mon concurrent, mes concurrents, c'est les autres gens qui réparent les tôles des bagnoles. Oui. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'être dans du concret. Vous êtes carrossier où? Vous faites quoi comme typologie de carrosserie, comme typologie de service? Sur quelle typologie de client? Du coup, c'est qui vos concurrents? C'est-à-dire, c'est Carrosserie Raymond, Carrosserie Thibault et Carrosserie Marc. On veut des noms. Vous identifiez des vrais gens et parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir trouver des axes pour vous différencier de ces gens-là. Pas juste les autres gens qui réparent des bagnoles. Le but, c'est vraiment d'être dans du concret. Et donc, la différenciation, évidemment, axe clé qui va être développé pendant pas mal de ces modules-ci. Comment être différent, ou plutôt comment être différent et mieux que mes concurrents. Et enfin, la communication. Alors, vous voyez que la communication, il y a deux grandes questions et en fait, très souvent, on nous répond à la deuxième et pas à la première. Sur quoi vais-je communiquer auprès de mes clients et avec quels outils? Il s'agit bien de parler de deux choses. Quel outil? Ça, c'est bien, c'est facile. Ah, je vais faire du Facebook. Ah, je vais faire du bouche à oreille. Ah, je vais faire du flyer. OK, mais je veux savoir pourquoi ces outils-là par rapport à votre projet et comment vous allez les mettre en place. Mais vous avez l'outil, mais n'oubliez pas que cet outil, il va communiquer quelque chose. Le but aussi, c'est de définir le contenu. Tiens, sur Facebook, je vais plutôt parler de ça. Tiens, sur un flyer, il n'est utile que parce que je vais y dire ça à tel moment. Tiens, sur mon site web, je vais plutôt mettre ce type d'information. Tiens, j'ai décidé d'inonder la RTBF de publicité vidéo sur le mass média qu'est la chaîne publique belge. Voilà ce que je vais y dire, à quelle heure, pourquoi. OK? Donc n'oubliez pas d'accoler à l'outil le contenu. C'est très important parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens de choisir des outils sans en choisir le but et ce que vous voulez communiquer avec. Voilà, alors je sais que pour plusieurs personnes, 6 pages, ça semble insurmontable. 6 pages, en fait, c'est rien du tout. Rien que de répondre aux questions, normalement, on est large. Mais si vous tombez un peu court, vous dites, bah ouais, mais bon, là j'ai 2 lignes, là j'ai 2 lignes, là j'ai 2 lignes, fois 10 questions, ça fait 20 lignes. 20 lignes, c'est pas une page. Rappelez-vous la méthode super simple, QQO, QCCP, qui, quoi, quand, où, QQO, Q, quand, combien, comment, pourquoi. Le combien, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent. Le pourquoi, ça peut être une cause. Pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Ou un but. Pourquoi? Dans quel but est-ce que je fais ça? OK? Qui? Ça peut être qui le fait, ça peut être qui l'achète, ça peut être qui me fournit. OK? Le où, ça peut être où je le vends, ça peut être décrire le lieu de où je le vends. Voilà. Donc, pensez à toutes ces questions qui sont les questions les plus bateaux du monde. Et à chaque fois que vous dites quelque chose, vous vous en posez 3. Je vais utiliser un flyer. Où? Où est-ce que je vais le déposer, ce flyer? Quoi? Il est en couleur? Il n'est pas en couleur? Quoi? Quel contenu je mets dans mon flyer? Combien? J'en fais combien des flyers? Ça me coûte combien d'en faire des flyers? OK? Combien? Combien de temps ça me prend d'aller distribuer ces flyers? Pourquoi? Quel est le but de... Donc, vous voyez qu'avec... Et vous me faites un paragraphe par chose que vous écrivez. C'est magnifique. Vous allez voir, les 6 pages, vous ne les sentirez pas passer. Voilà pour ce que moi j'avais à dire par rapport à l'examen. Salvatore, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, prenez que cet examen, on l'a imaginé sous cette forme-là, il existe depuis de nombreuses années, on l'adapte un petit peu. C'est aussi un moyen de tester la maturité de votre projet. Alors, on sait bien que tous ceux qui viennent suivre des cours, vous avez un historique, vous n'êtes pas là pour la même chose, mais plusieurs d'entre vous ont un réel projet. Ce qui est important dans un projet et qu'on ne fait pas assez, c'est se le faire challenger.
On a tous des amis qui nous disent « oui, c'est génial, vas-y, fonce ». Ok, une fois qu'on sait ça, on n'est toujours pas plus avancé si c'est vraiment une bonne idée. Cette partie de travail et d'examen, si vous le faites sérieusement, c'est un moyen de tester la maturité de ce projet-là. Et dites-vous bien, si vous avez un vrai projet et que vous n'êtes pas capable de réaliser 6 pages sur votre projet, dites-vous qu'à coup sûr, il n'est pas mature. Si vous n'arrivez pas à en parler dans le concret, in concreto, sur le terrain, vous n'allez pas y arriver non plus. C'est une certitude. Donc, pour ceux, et plus particulièrement pour ceux qui ont un vrai projet, faire sérieusement cet examen-là, répondre, prendre le temps de se questionner au travers des concepts qu'on va développer, c'est une vraie plus-value, c'est un vrai travail que vous pourrez ressortir le cas échéant si un jour vous allez chez un banquier, si un jour vous devez le défendre auprès d'un incubateur, vous allez vraiment pouvoir vous en servir. Et l'intégrer en tout ou en partie dans votre business plan si vous êtes amené à faire un business plan. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre de manière positive. Voilà. Ok, alors, ce que je vous propose, c'est que nous en restions là pour cette deuxième partie. Et dans une troisième partie, nous allons voir les mythes, troisième partie d'introduction.